Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Les chrétiens dans le monde célèbrent ce jour, le dimanche des Rameaux. Ceux de la Côte d'Ivoire étaient au rendez-vous dans les églises. Le dimanche des Rameaux renvoie à l'entrée triomphale du Seigneur Jésus à Jérusalem, où il fut accueilli par une foule brandissant des palmes et déposant des vêtements sur son passage. C'est la fin des vacances parlementaires. Les députés ivoiriens reprennent le chemin de l'hémicycle dès demain. Avant l'ouverture de la session ordinaire de l'année 2023, ce lundi, la présidente de l'Assemblée nationale française, invitée à la cérémonie, a échangé avec la ministre Françoise Remacle. Elles ont invoqué ensemble la coopération culturelle entre leurs deux pays. Et nous irons sur l'axe Tiémé, Ngolo Blasso, Goulia, trois grandes localités productrices d'anacades dans le district du Denguélé. Elles sont reliées par une route nationale qui continue jusqu'au Mali, mais c'est donc un excellent raccourci qui permet de désenclaver plusieurs bourgades dans la région. Les populations pour autant plaident pour la réhabilitation de cet axe. Et le pape François est arrivé sur la place Saint-Pierre au Vatican pour la messe du dimanche des Rameaux, au lendemain de sa sortie d'un hôpital pour des soins. Le souverain pontife a salué la foule à bord de sa papa mobile et devant 30 000 personnes, il a célébré la messe des Rameaux. Soyez les bienvenus sur RTI 1. C'est un dimanche très important pour les fidèles chrétiens en Côte d'Ivoire comme dans plusieurs pays. Ils célèbrent ce jour, le dimanche des Rameaux, qui marque le début de la semaine sainte. Le dimanche des Rameaux renvoie à l'entrée triomphale du Seigneur Jésus à Jérusalem, où il fut accueilli par une foule brandissant des palmes et déposant des vêtements sur son passage. La semaine sainte s'achève avec le dimanche de Pâques qui célèbre la résurrection du Christ. Les chrétiens, donc, en prélude à la Pâque, ont prié pour la cohésion dans notre pays. Et c'est dans ce contexte de célébration que prennent fin les vacances parlementaires. Les députés ivoiriens reprennent le chemin de l'hémicycle dès demain lundi. La cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire de l'année 2023 se tiendra donc ce 3 avril. La présidente de l'Assemblée nationale française fait partie des invités de marque. Et comme vous le voyez sur ces images, à la veille de l'événement, elle a été reçue par le président de la République, Alassane Ouattara. Le renforcement de la coopération entre leur pays, la Côte d'Ivoire et la France, a été abordé. Et voilà, l'axe Paris-Yamoussoukro se renforce avec cette visite interivoirienne de la présidente de l'Assemblée nationale française avant l'ouverture donc de la session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2023. Assemblée donc, selon cérémonie à laquelle elle participera comme hôte de marque ce lundi 3 avril. Elle a échangé avec la ministre Françoise Remacle et elles ont évoqué la coopération culturelle entre les deux pays, nous rapporte Serge Coléa. La présidente du Parlement français et la ministre de la Culture et de la Francophonie abordent les questions culturelles de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Bien engagé depuis plus d'un an, le retour du Djidji Ayokoué, le tambour parleur du peuple tchaman, était à l'ordre du jour. Le processus est déjà largement engagé. Maintenant, il faut l'adoption d'une loi au Parlement. Et le souhait du président de la République et de son gouvernement, c'est de prévoir un cadre qui soit plus large, plutôt que d'avoir une loi par restitution finalement. Et donc la ministre de la Culture souhaite présenter ce que l'on appelle une loi cadre et qui pourra permettre au Parlement de délibérer justement sur ce sujet pour voir quelles sont les conditions que nous décidons de mettre en œuvre pour pouvoir opérer ces restitutions. Yael Braun-Pivet et Françoise Remacle se sont intéressés aux enjeux de la restitution des biens culturels de la Côte d'Ivoire. Nous sommes effectivement dans une approche d'une loi cadre qui permettra d'accélérer le retour des biens. Nous avons déjà 148 biens qui ont été inscrits et qui devraient pouvoir potentiellement revenir. À juste titre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale l'a dit, il s'agit aussi de co-construire ensemble les modalités de retour de ce bien. Et pour nous, c'est une véritable opportunité de co-construction, d'une coopération que nous allons déterminer ensemble. La présidente de l'Assemblée nationale de France est en Côte d'Ivoire à la demande du président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo.
Elle prononcera un discours à l'ouverture de la session ordinaire 2023 prévue ce lundi 3 avril. Et c'est un dimanche pas comme les autres, c'est un jour très important pour les fidèles chrétiens dans le monde. Ils célèbrent le dimanche des Rameaux et ceux de la Côte d'Ivoire étaient au rendez-vous justement dans les églises. Le dimanche des Rameaux, je rappelle, renvoie à l'entrée triomphale du Seigneur Jésus à Jérusalem où il fut accueilli par une foule brandissant des palmes et déposant des vêtements sur son passage. Jamagagi. L'hymne Hosanna, repris en chœur par les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Cocody. Un rituel qui intervient avant la bénédiction de leur rameau de palmiers verdoyants, signe de vitalité. C'est dans ce recueillement que ces paroissiens commémorent l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, jour de Rameaux. Le curé Patrice Bowie fait le récit de cette arrivée solennelle dans la ville sainte issue des 4 évangiles canoniques. La cérémonie se poursuit avec la procession des fidèles. Le Christ est acclamé, les palmes en l'air. C'est notre cœur qui doit s'ouvrir pour l'accueillir. Ce n'est pas seulement l'église, ce n'est pas seulement les murs, ce n'est pas seulement les rues. C'est notre cœur qui doit l'accueillir. Et si notre cœur l'accueille comme roi, comme seigneur, comme fils de David, il est normal qu'il pourra régner sur tout l'univers. Une occasion pour ces chrétiens de prier pour la paix et d'adorer le Seigneur. Cette prière que j'adresse au Seigneur, c'est que Dieu accorde à chaque famille en Côte d'Ivoire la grâce de la paix, la grâce d'une réconciliation vraie. Même cérémonial à la paroisse Sainte-Joséphine Bakita d'Ategoubé 3, dans le diocèse de Yopougon. L'entrée messianique est célébrée dans la louange, l'adoration, le partage, une aubaine, pour programmer les œuvres sociales au profit des couches vulnérables. Nous avons donné des vivres pour la période de carême. Mais j'ai tenu personnellement ce week-end à faire ce week-end de la solidarité, de la charité et du partage avec les maillons les plus faibles de notre tissu social. Soyons tous unis ensemble pour la paix dans nos communautés, pour la paix dans nos familles et pour la paix dans notre pays. La communauté de l'Église du christianisme céleste des 2 plateaux n'est pas restée en marge. Elle est allée à la rencontre du Christ. Nous demandons beaucoup la rémission de nos péchés. Que Dieu nous pardonne de tout ce que nous avons fait du mal à nos amis, nos frères, les uns et les autres. Les rameaux bénis après la messe orneront les croix et les images religieuses dans les maisons, geste de vénération et de confiance envers le Christ. À travers cette fête de rameaux, les fidèles du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays débutent la marche vers la Passion du Christ, 6 jours avant la Pâque. Et effectivement, à Méagui, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, on a aussi célébré le dimanche des Rameaux qui marque, je rappelle, le début de la semaine sainte. Les fidèles chrétiens, catholiques et évangéliques se sont mobilisés pour commémorer l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. David Soyo, Patricia Omouitia. Les chrétiens de la localité de Méagui ont investi les lieux de prière pour commémorer la fête des Rameaux. À l'église catholique Saint-Ignace, le curé de la paroisse, dans son homélie, donne le sens de ce rendez-vous spirituel. À l'entame de la Semaine Sainte, nous fêtons cette entrée triomphale à Jérusalem pour annoncer au monde entier que Dieu a sauvé l'homme. Que les hommes doivent vivre dans la paix, dans la réconciliation, dans le partage, pour que Dieu soit glorifié à travers tous ses enfants, dans toutes les religions et dans tous les peuples du monde entier. Même son de cloche à l'église protestante Sema de la localité. Ici, c'est dans la liesse que se tient le culte du jour. Chaque chrétien doit savoir que cette fête a une très grande importance dans la vie du chrétien. Donc à chaque moment, le chrétien Sema doit célébrer la fête des Rameaux. Autre décor, même ambiance. Les chrétiens de l'église céleste de Méagui, eux, ont démarré la célébration par une procession à l'image de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem.
Voilà, reportage réalisé pour vous par Davis Oyo et Eric Goré. La solidarité se renforce aussi en cette période de jeûne pour les chrétiens et musulmans. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient de faire don à la communauté catholique du diocèse de Yamoussoukro. Ces dons sont constitués de plusieurs tonnes de vivres. Ils ont été remis par la ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi à Monseigneur Joseph Kakou Aka, évêque de Yamoussoukro. Kader Sogodogo. Cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro, des sacs de riz, des cartons de lait, d'huile, de sucre, des tonnes de vivres avec du savon. C'est le don du président de la République Alassane Ouattara aux chrétiens catholiques du diocèse de Yamoussoukro en cette période de carême. Le don est acheminé par le ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi. La période de carême est une période de partage, une période où on tourne les yeux vers ceux qui sont moins nantis, mais également c'est une période où on confie la population, dans son cas particulier, à Dieu, afin qu'il soit miséricordieux. Et je pense que c'est cela en tout cas qui motive ces dons de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Un geste apprécié à sa juste valeur par Monseigneur Joseph Kakou Aka, le nouvel évêque de Yamoussoukro. À quoi sert-il de jeûner si on ne partage pas? On jeûne pour pouvoir partager avec les frères et sœurs. Et les dons que le président fait, nous les recevons dans cette optique partagée avec les frères. Et donc c'est lui-même qui partage avec ses frères et sœurs chrétiens, comme il le fait aussi pour ses frères et sœurs musulmans. Donc c'est avec beaucoup de reconnaissance, beaucoup de gratitude que nous réceptionnons ces dons. Cette action du président de la République Alassane Ouattara à l'endroit de ce diocèse est une tradition. C'est à juste titre que la communauté catholique a élevé des prières à son endroit. Et la première dame, Dominique Ouattara, fait aussi parler son cœur, tisse la toile de la solidarité. Elle a fait don de vivres et non-vivres à 16 congrégations religieuses. Et ces dons ont été remis par la ministre Anne-Désirée Oloto aux bénéficiaires qui sont reconnaissants à la première dame, Dominique Ouattara. Grâce Kando. L'élan de solidarité gouvernementale continue de se tisser à l'endroit de l'Église catholique en cette période de carême. Après les diocèses, les séminaires et Caritas Côte d'Ivoire, c'est au tour des congrégations religieuses de recevoir des vivres et non-vivres. Nos congrégations soutiennent beaucoup de personnes désœuvrées ou qui ont des soucis de nourriture, et je pense que c'est la bienvenue pour nous aider à les soutenir. Ces 20 tonnes de vivres et non-vivres d'une valeur de 15 millions de francs CFA est un don de la première dame Dominique Ouattara. En son nom, la ministre Anne-Désirée Oloto a dépêché pour la circonstance la directrice de la coordination et du suivi des services extérieurs du ministère de la fonction publique pour faire ce don. Nous sommes là au nom de la ministre de la fonction publique Anne-Désirée Oloto, qui est mandatée par la première dame Dominique Ouattara, une fervente chrétienne qui vient participer à ce temps de pénitence, de partage et de prière pour soutenir toutes ces sœurs religieuses. Au total, ce sont 16 congrégations religieuses qui ont été dotées de vivres et non-vivres. De l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique soutient les fidèles musulmans et chrétiens en cette période de jeûne du Ramadan et du carême chrétien. Adama Diawara a remis un important lot de vivres à la communauté religieuse de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Serge Coléa. La communauté universitaire reçoit sa part de dons de vivres en cette période de jeûne musulman et de carême chrétien. Les associations d'étudiants, d'enseignants, le personnel administratif de l'université Félix Houphouët-Boigny, une douzaine d'organisations ont reçu entre autres produits alimentaires, du sucre, du lait et du riz. À l'université, ici, nous avons 10 sites de rupture. Voilà, c'est-à-dire à partir de 18h, il y a un comité d'organisation sur chaque site. Donc ces dons-là nous permettent de préparer. On prépare pour tout le monde, pour toute la communauté, pour 18h et puis pour 4h du matin. Nous voulons dire que Dieu a pourvu, Dieu est miséricorde, parce que c'est un geste social
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a profité de cette occasion pour évoquer des actions en faveur du monde estudiantin. D'ici peu, nous allons soumettre à l'analyse du Conseil des ministres un projet de décret portant augmentation des taux de bourses et secours financiers de Côte d'Ivoire et hors Côte d'Ivoire. Et également, une annonce a été faite en Conseil des ministres et cette annonce sera suivie d'effet bientôt, c'est-à-dire la prise en charge totale, j'allais dire, des 2000 étudiants les plus démunis. Dans la dynamique sociale, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et en ce mois béni où se croisent jeunes musulmans et carême chrétiens, je viens d'offrir donc aux étudiants du lait, du sucre et également du riz. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique salue la cohésion entre étudiants musulmans et chrétiens. Il les invite à profiter des bienfaits de ce mois saint. Et on promeut aussi les droits de l'homme dans notre pays. Au magazine du dimanche, Herman Guivet a reçu à ce 13h M. Zirignon Constant, directeur des droits de l'homme au ministère de la Justice et des droits de l'homme. Leur entretien a porté sur la loi relative aux mesures de protection des victimes de viols, de violences domestiques et de violences sexuelles. Voyons un extrait de leur entretien. L'objectif de la loi, c'est d'apporter une protection particulièrement suffisamment efficace, en tout cas, à la victime de ce genre de violence. Jusqu'à maintenant, ce qui était réprimé, c'était les violences physiques, les coups et blessures volontaires. Et donc, à côté des coups et blessures volontaires, nous avons désormais les violences morales qui sont réprimées. Et les violences morales, ce sont toutes les violences, tous les actes de contrainte, les pressions de nature psychologique infligées à une personne. Avant cette loi, nous avions le code pénal qui contenait déjà des dispositions qui accordaient une protection aux victimes de viols, de violences domestiques, en tout cas de toutes les infractions. La difficulté, c'est que cette protection n'était pas suffisamment efficace. Ce que la loi relative aux mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viols et de violences sexuelles, autres que domestiques, apporte comme innovation, c'est que immédiatement, des mesures de protection peuvent être accordées à la victime parce que la loi prévoit que le juge, le président du tribunal, lorsqu'il est saisi, eh bien, il a 24 heures pour prendre une ordonnance de protection. Au moins 75 cadres de la direction et de la programmation des investissements publics au ministère du Plan et du Développement repartent à l'école. Ils viennent de recevoir une formation sur la méthodologie de gestion des projets d'investissement public, une initiative du projet d'appui à la gestion économique et financière. Et l'objectif est clairement affiché, outiller les bénéficiaires sur les différentes phases du cycle d'un projet d'investissement, son identification et sa formulation. Ces 75 cadres sont composés d'agents de la direction des programmes d'investissement public et des points focaux des ministères sectoriels chargés des projets. Il s'agit de permettre à ces agents de mener toutes les étapes de programmation et de suivi-évaluation des dépenses publiques selon les exigences techniques, de la qualité, du coût et des délais impartis. L'intérêt de toute cette documentation est de mettre en place pour les parties prenantes impliquées dans la gestion des investissements publics un cadre institutionnel formel et une méthodologie unique d'identification, de formulation, d'évaluation et de suivi de la mise en œuvre des projets d'investissement public. Déjà, d'importants acquis ont été engrangés, notamment l'élaboration de manuels de procédure d'évaluation du programme des investissements publics et même de la loi sur l'évaluation des politiques publiques assortie d'un guide opérationnel. Le gouvernement est engagé dans un vaste chantier de réforme des finances publiques entamé depuis plusieurs années, dont les résultats sont aujourd'hui palpables, avec notamment le passage au budget programme avec toutes ses implications. La direction de la programmation des investissements publics a bénéficié d'un montant de 450 millions de francs CFA pour l'acquisition de matériel et d'équipements informatiques, ainsi que la mobilisation d'assistants techniques.
Je vous conduis à présent sur l'axe Tiémé, Ngolo Blasso, Goulia, 3 grandes localités productrices d'anacarde dans le district du Denguélé. Ces localités sont reliées par une route nationale qui continue jusqu'au Mali, un excellent raccourci qui permet de désenclaver plusieurs bourgades dans la région. Les populations plaident pour la réhabilitation de cet axe. Vous imaginez donc, le voyage ne sera pas aisé, nous prévient Jeanne Toubi. Ce motocycliste et sa passagère sont en partance pour Ngolo Blasso, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Madinani. Ils auront à parcourir environ 18 km pour arriver à destination. À peine ont-ils effectué 3 km après la ville de Tiémé que commencent les difficultés de leur voyage. Motocyclistes ou conducteurs de camions, tous subissent l'extrême état de dégradation dans lequel se trouve cette route classée route nationale et qui mène à Goulia, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Kagnasso, région du Foula, pour continuer jusqu'au Mali. En divers endroits de la route, des ponts de fortune qui régulièrement cèdent. Comme ici, la population de Ngolo Blasso, dans un élan de solidarité, se sont mobilisés pour en assurer sa réparation. C'est ainsi chaque fois que cela s'avère nécessaire. C'est une route qui a été ouverte depuis 1962. Si le camion doit sortir avec un produit, on est obligé de faire sortir les jeunes pour pousser. Sinon, le camion ne peut pas aller. C'est une voie véritablement impraticable aujourd'hui qui cause d'énormes préjudices à notre population. Évidemment, les produits agricoles, on n'arrive pas à les évacuer. Les cas d'urgence, de maladie, on est beaucoup coincés. Depuis 2005, année de l'érection de Ngolo Blasso en chef-lieu de sous-préfecture, à ce jour, la route nationale qui mène à cette localité jusqu'au-delà est la préoccupation majeure des populations réparties dans l'ensemble des 6 villages qui composent la sous-préfecture. De source administrative, cette route a été officiellement fermée à la circulation à la faveur de la crise de 2002 et à ce jour, elle n'a fait l'objet d'aucune rénovation. Conséquence, entrer en Ngolo Blasso ou en sortir relève d'un véritable parcours du combattant. J'ai un village qui est situé juste à côté, à 8 km, à partir de cette voie internationale, compte tenu de l'état de la route, qui est praticable. Je suis obligé de faire le grand tour pour faire 105 km en aller et retour au lieu de 16 km. Ngolo Blasso, une sous-préfecture presque enclavée qui souffre encore de l'impraticabilité des routes d'accès à ces villages. En attendant un écho favorable au cri de cœur des populations, celles-ci se consolent du dynamisme de la mutuelle du village, créditée de plusieurs réalisations grâce auxquelles Ngolo Blasso a franchi de grands pas dans sa marche vers le développement et le progrès. Voilà, Tiémé, Ngolo Blasso, Goulia, un axe à réhabiliter. C'était un reportage signé Eugène Atoubé. Pour marquer son passage à la 67e session de la Commission de la condition de la femme de l'ONU, la Côte d'Ivoire a organisé un panel sur le rôle des femmes dans un monde apaisé en lien avec, en partenariat avec une ONG coréenne. Et la Côte d'Ivoire fait la promotion de l'éducation numérique des femmes dans la recherche de la paix. Le reportage est signé Mamadou Kwasi. Un panel de haut niveau sur la contribution des femmes à un monde de paix à cette 67e session de la Commission de la condition de la femme. L'initiative est de la ministre Nassileba Touré, soutenue par l'organisation coréenne IWPG, International Women Peace Global. 3 pays, à savoir le Maroc, le Burundi et la Côte d'Ivoire, exposent leur stratégie de valorisation de la paix à travers l'autonomisation des femmes. La technologie au Burundi est au service de l'augmentation de l'inclusion financière, surtout chez les femmes des milieux ruraux, par la mise en place des services bancaires de proximité, facilités par les compagnies de téléphonie mobile et dans l'alerte rapide des cas de violence basés sur le genre, en vue de secourir aux victimes en temps réel. Il est nécessaire d'accorder de l'importance à la digitalisation en tant que l'un des piliers importants sur lesquels
doit être aujourd'hui construite toute approche visant à activer l'égalité des sexes, la participation des femmes à la vie publique et leur autonomisation économique. Un partage d'expérience qui a permis à la ministre Nassiliba Touré de présenter après le Maroc et le Burundi le rôle des femmes dans la stabilité de la Côte d'Ivoire. Une éducation adéquate, adaptée à l'ère de la technologie et du digital, est une condition indispensable à l'autonomisation réelle des femmes et des filles en milieu rural. C'est pourquoi mon pays réalise des investissements importants en faveur de l'apprentissage des outils numériques par les femmes faiblement lettrées vivant en zone rurale. L'objectif visé est de mettre à disposition des femmes, quelles que soient leurs conditions sociales et leur lieu d'habitation, les moyens de diffusion des messages positifs nécessaires à l'émergence d'une conscience collective de paix portée par les femmes. Il s'agit pour l'organisation coréenne IWPG de promouvoir la paix à travers le monde. La paix part de l'individu et s'étend à la famille, puis à la société. C'est pourquoi l'IWPG organise une éducation, des formations des leaders de paix. Elle compte s'investir en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire, pour accompagner les femmes tout en s'associant au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et la promotion de la littérature devrait aussi intéresser les femmes. Elle s'y intéresse d'ailleurs. L'association Aquabaculture, tenue par une dame, vient de lancer les présélections de la 4e édition du concours La Grande Dictée. C'est la commune d'Abobo qui a ouvert le bal. Cette année, 10 candidats seront sélectionnés dans les 10 communes du district d'Abidjan pour la grande finale. Le reportage est signé Khalil Diomandé, Sefoura Zigui. Tremblotant, virgule, à Béguélier. Adolescents et adultes de la commune d'Abobo confrontent leurs compétences orthographiques et grammaticales autour d'un passage du roman « Les frasques d'Ebinto d'Amadou Koné ». Nous sommes à la phase de présélection du concours La Grande Dictée portée par l'association Aquabaculture. Au thème de la dictée, Jean-Jonathan Légré, fonctionnaire militaire, surclasse les autres candidats. Le champion des lettres n'a commis qu'une demi-faute. Il reçoit 100 000 francs CFA. Les 2e et 3e bénéficient de 50 000 francs CFA. Ce type d'initiative est encouragé. C'est mieux que tous les buzz autour desquels la Côte d'Ivoire surfe aujourd'hui, qui endort la jeunesse. Je pense que c'est ce type d'initiative que nous devons prendre, que notre gouvernement doit encourager pour créer une jeunesse consciente et une élite pour demain. 4 ans maintenant que la Grande Dictée suscite l'intérêt des populations, de quoi réjouir Isabelle Kassi Fofana, celle qui œuvre à donner à la littérature ses lettres de noblesse. On est très content, honnêtement, de voir que des gens viennent même de l'intérieur du pays. Ça prouve que, franchement, cette activité plaît. Le lauréat est un militaire. Ça veut dire que c'est une activité qui touche tout un public bien large. Après Abobo, le cap sera mis sur les 9 autres communes d'Abidjan dans le cadre des présélections. Les 10 meilleurs candidats seront retenus pour défendre les couleurs de leur commune lors de la grande finale prévue pour mai 2023. Le gagnant repartira avec la somme d'1 million de francs CFA, un voyage et une assurance vie. Et en sport football, l'ASEC Mimosa réalise son ambition déjà assurée de sa qualification en quart de finale de la Coupe de la CAF. L'ASEC Mimosa avait un dernier objectif, finir en tête du groupe B en vue du tirage au sort prévu ce 5 avril. Eh bien, objectif atteint par le seul représentant ivoirien après sa victoire sur les Nigérians, 1-0 lors de la 6e et dernière phase de groupe jouée aujourd'hui. Arsène Kouassi et Sojan Silver. Qualifié avant la 6e journée, l'ASEC Mimosa et Rivers United se retrouvent pour l'ultime match de la poule B de la Coupe de la Confédération. Un match qui rêvait un double enjeu pour l'ASEC Mimosa. Laver l'affront du match aller où elle avait été battue 3-0 et chercher à terminer leader de son groupe afin de recevoir à domicile son match retour de quart de finale. Dans ce contest, les poulains de Julien Chevalier entament idéalement la partie et ouvrent le score après 2 minutes de jeu grâce à Mofosé Karidula Trésor. Un avantage que Salif Koulibaly et ses coéquipiers préservent jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, les jaunes et noirs tentent de faire le break, mais la tentative de Zouzoua Pakom est repoussée par le bloc défensif des Nigérians. Menés les joueurs de Rivers United essaient tant bien que mal de rétablir la parité, mais ils ne parviennent pas à trouver la faille
1-0, la SEC assure l'essentiel et prend sa revanche en terminant en tête du groupe B avec 13 points. L'identité du prochain adversaire de la SEC Mimosa sera connue le 5 avril lors du tirage au sort au Caire. Et on va se préparer à célébrer notre victoire pour le seul représentant ivoirien. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Le résumé de l'actualité internationale de cette semaine est signé Logoretti et Rigori. Antonio Guterres a rendu public son rapport préliminaire sur la situation en RDC pour la période du 1er décembre 2022 au 20 mars 2023. Ce document décrit une situation alarmante, particulièrement dans 3 provinces de l'Est de la RDC, avec une augmentation de la violence perpétrée principalement par les forces alliées démocratiques ADF, la coopérative pour le développement du Congo, Codeco, et le mouvement du 23 mars M23. Antonio Guterres encourage les parties à régler leurs différends par le dialogue et les mécanismes existants de résolution des conflits. La commission électorale birmane, mise en place par la junte au pouvoir, a annoncé la dissolution de la Ligue nationale pour la démocratie, LND, le parti d'Aung San Suu Kyi. L'annonce intervient plus de 2 ans après un coup d'État militaire qui a renversé le gouvernement civil et condamné l'ancienne chef du gouvernement à 33 ans de prison. Mza Youssoufa, indépendantiste issu de l'immigration et musulman, a été élu Premier ministre d'Écosse à l'issue d'un vote au Parlement local. Une première dans l'histoire du pays. À 37 ans, le nouveau chef du gouvernement a été élu d'un scrutin déclenché par la démission de Nicolas Sturgeon le mois dernier, après 8 ans en poste. Le ministère éthiopien de la Justice annonce l'arrêt des poursuites judiciaires visant les dirigeants civils et militaires du Tigré. Ils sont poursuivis depuis le début du conflit dans cette région du nord de l'Éthiopie. Cette nouvelle fait suite à l'accord de paix signé à Pretoria en novembre 2022. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été condamné jeudi dernier à 2 mois de prison avec sursis pour diffamation à la suite d'une plainte déposée par le ministre du Tourisme, Mam Mbaye Niang. Une peine qui préserve son éligibilité pour la présidentielle de 2024 selon ses avocats. La Russie a pris samedi la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies. La dernière fois qu'elle l'a présidé, c'était en février 2022. L'Ukraine a réagi qualifiant de honte le fait de voir Moscou présider l'instance suprême onusienne. Au lendemain de son retour au Vatican, le pape a présidé la messe des rameaux à la place Saint-Pierre, devant les fidèles brandissant un rameau d'olivier. Le pape est revenu sur l'expérience de Jésus-Christ sur la croix. Le souverain pontife avait quitté hier l'hôpital Gemelli de Rome après un séjour de 3 nuits pour soigner une bronchite. Il est apparu ce 22 avril en bonne santé. Voilà, ainsi va le monde. Point final de ce 20h. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Demain 20h, retrouvez Kolo Koulibaly. Très belle reprise du travail à vous et prenez soin de vous. À très bientôt.